En préambule, je voudrais dire que tout ce que nous racontons ici et tout ce que nous faisons provient d'aventures humaines, et je voulais publiquement ici remercier le professeur Amira Benjeloun qui m'a permis, totalement par hasard, au cours d'un congrès qu'elle avait organisé, de rencontrer à nouveau celui qui a fait l'invention que je vais vous présenter maintenant. Et dans l'histoire de la médecine, c'est rare pour un docteur de faire partie de l'histoire de la médecine, et là vous allez voir que il y aura après et avant le stent multicouche, comme il y avait avant et après les antibiotiques. C'est aussi extraordinaire que ça. Alors, je vais simplement limiter mon sujet. Vous allez voir qu'on va l'étendre après largement, mais pour la beauté de la présentation, aux anévrismes thoraco-abdominaux. Pourquoi ? Parce que, quelles que soient les choses que les uns ou les autres vous racontent dans un but de marketing plus ou moins chirurgical ou endovasculaire, la morbimortalité, quel que soit le traitement chirurgical ou endoluminal des anévrismes thoraco-abdominaux qui atteignent l'artère d'Adamkiewicz est de 25%. C'est en tout cas ce qui a été publié par l'équipe de Greenberg dans Circulation de août 2008, il n'y a pas très longtemps, sur les résultats bruts de ces anévrismes lorsqu'ils atteignent l'artère d'Adamkiewicz. Alors pourquoi je me suis immédiatement, quand M. Fried, que m'a encore une fois représenté le professeur Benjeloun, m'a parlé d'une invention qui pourrait régler le problème, c'est que j'ai deux métiers. Je suis chirurgien cardiaque, je suis également expert judiciaire, et je passe au moins 10 fois par an à voir, dans le cadre soit de plaintes judiciaires, soit de la CRCI, c'est-à-dire une émanation de la loi du 4 mars 2002, où quand un malade porte plainte contre un docteur, il ne paye pas, et si c'est l'aléa thérapeutique, c'est vous et moi qui payons. Eh bien, lorsque je vois ces patients, ils ont à chaque fois une paraplégie qui est haute, avec une instabilité, avec une invalidité qui est majeure. Alors quand je dis invalidité majeure, il faut voir ce que c'est-à-dire qu'ils peuvent même pas, ils ont des problèmes de la stature, ils sentent mauvais parce qu'ils ont une incontinence bactérienne, enfin c'est vraiment l'horreur. Et à chaque fois que j'ai eu à donner mon avis sur le rapport, je dis, ils ont été traités parfaitement, mais c'est les limites de la technique et nous ne savons pas faire mieux que 25% de morbimortalité. Alors une fois que vous voyez ce qu'on va essayer de traiter, je vous raconte l'histoire. Fried, que je connaissais depuis 20 ans, donc je vous ai dit que je l'avais revu parce que je l'avais vu une première fois quand j'allais chez M. Dereux à l'Université libre de Bruxelles pour mettre en place pour traiter des anévrismes de l'aorte thoracique descendante avec la prothèse Corvita, c'est lui qui l'avait inventé. Se promène, vous savez quelle est la ville la plus visitée de France après Paris? C'est Versailles. Il se promène dans les châteaux de Versailles et il se rend compte que les fontainiers de Louis XIV sont capables de transformer un débit turbulent en débit laminaire. Alors comme il est ingénieur, il ne dit pas au CEBO, il va voir les fontainiers de la République, qui sont des fonctionnaires qui lui montrent comment ça se passe. Et qu'est-ce qui se passe de quoi? Eh bien, il se passe qu'ils ont mis 5 grilles les unes sur les autres. Et il dit, dans sa tête, je vais inventer un stent qui présente plusieurs couches. Et quand je vous parle de M. Fried, c'était vraiment un monsieur, puisque quand le professeur Cribier a eu son idée de valve aortique percutanée, alors que Fried travaillait pour Medicorp, il lui demande de dessiner, un peu comme Picasso ou Chagall, enfin un génie comme ça, une valve avec un stent. Et Fried dessine cette valve. Et Cribier, professeur Cribier, qui est un homme honnête, il lui dit, écoute, je voudrais développer cette valve avec toi, j'ai développé le ballon aortique, etc., intra-aortique. Est-ce que tu pourrais le faire? Donc là, à ce moment-là, il travaillait pour Medicorp, puis il demande à Medicorp, il dit il faudrait beaucoup de millions de dollars pour développer ça. Il dit je peux pas. Donc il lui donne son invention. Et c'est après, l'histoire a montré que c'était Stan Rowe et Stan Rabinovich qui ont développé ça à Césarée, et que ça a été racheté par Edwards, et maintenant vous avez ça dans les journaux, cette avancée thérapeutique en cours d'investigation. Bon, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en même temps, à Césarée, il travaillait donc pour développer un filtre vasculaire pour les dilatations. Et il demande à Medicorp, il dit voilà, je voudrais développer ce stent. Très bien. Alors, petit rapport, vous savez, vous connaissez les prothèses un peu, vous avez des prothèses qui sont tricotées, alors le tricot, c'est un fil,
vous avez des prothèses qui sont tissées, c'est-à-dire que vous avez une série de fils qui sont parallèles et vous avez un fil comme ça qui fait la navette qui est perpendiculaire, et vous avez un tressage, c'est de ça dont on parle. Et la machine qui est capable de faire ça, c'est une machine qui fait des hélices d'avion parce que ça résiste mieux aux contraintes hydrodynamiques que les hélices collées. Et donc, il dit, je vais changer le métal et je vais faire un cobalt, seulement il lui faut 5 millions d'euros, il ne les a pas. Donc il va demander à vous et à moi, c'est-à-dire à la communauté économique européenne, une bourse, il a 2 millions d'euros. Et il prend, c'est un scientifique, 7 ingénieurs qui font 7 thèses qui sont à votre disposition, site cardiatis.com. Et il va étudier les caractéristiques hémodynamiques de ce stent. Alors attention. Alors vous voyez la machine, là, quand je vous parle de cette espèce de machin qui est grand comme une carlingue d'avion, uniquement pour tresser un stent de 1 mm de diamètre ou 2 cm de diamètre. C'est ça qui se passe. Alors bien entendu, la théorie physique et les modèles mathématiques sont beaucoup plus complexes qu'un pauvre chirurgien cardiaque peut comprendre. Moi, je n'ai rien compris à ce qu'il m'expliquait, mais par contre, j'ai regardé les principes. Après, on va voir les applications. Alors, les caractéristiques, pardon, je suis allé trop vite. Les caractéristiques, c'est qu'il va modifier les conditions de circulation à l'intérieur d'un anévrisme. On va le voir ça en détail. Moi, j'ai appris des choses, là, même sur le plan physiopathologique. Il va deuxièmement modifier le régime circulatoire au niveau des collatérales quand il y a un anévrisme. Et il va troisièmement modifier le régime circulatoire sur les parties latérales de l'artère, du vaisseau. Alors, premièrement, je vous rappelle ce qui se passe au niveau d'un anévrisme, où je vous l'apprends, parce que moi, je ne savais pas. Il y a une circulation qui se fait dans un sens horaire, avec une pénétration qui se fait à la partie... je vais parler comme ça, là. À la partie supérieure, je n'ai pas de flèche, si quelqu'un m'en a une. Donc à la partie supérieure, et ça tourne comme ça. C'est ça qui se passe au niveau d'un anévrisme. Et les conséquences hémodynamiques au niveau d'un anévrisme... Merci, professeur. Merci, voilà. Donc c'est ça. Et les conséquences sont triples. La première, c'est que vous aviez une tension au niveau de la base de l'anévrisme qui va augmenter sa taille. Il y a deuxièmement des forces de cisaillement à la partie extérieure. Et troisièmement, il va y avoir, on va y revenir aussi tout à l'heure, il va y avoir la formation de turbulences et un ralentissement du sang avec des caillots qui seront des caillots complètement inhomogènes, anarchiques. C'est ce qu'on appelle, nous, quand on les opère, une fibrine endosaculaire. Donc voici modélisé, alors ça c'est des équations de météorologie, c'est-à-dire c'est un vortex qui va circuler de façon complètement anarchique, on va le dire comme ça, à l'intérieur d'un anévrisme, et qui va créer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire des forces de cisaillement ici, des forces de cisaillement ici, et puis une pénétration avec des caillots qui vont se faire de façon anarchique et qui peut être reproduit ici. Donc ça, nous sommes toujours dans les modèles mathématiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avant de commencer? Le moindre pauvre petit cochon qui ne demande rien à personne, lui balancer un stent, il y a eu quand même des études mathématiques importantes. Alors, quand vous mettez un stent, il se passe qu'il y a une réorganisation de la circulation qui va corriger les 3 éléments qui sont dangereux dans un anévrisme. C'est-à-dire que d'une part, vous avez ça c'est le stent, vous voyez, et c'est un stent ouvert. Je veux dire, le génie de ce truc-là, c'est que ce n'est pas un stent couvert. Vous demandez à votre interne de première année de le mettre n'importe où, il va le mettre. C'est ça le génie. Et ça ne demande pas de qualité autre que le niveau 1. Comme dans les jeux vidéo, il y a 20 jeux, il y a 20 niveaux. Là, il y a niveau 1 pour mettre un stent. Et donc, il y a une suppression des forces de traction ici, des forces de cisaillement, et il n'y a plus de sang qui circule à l'intérieur. Et sur le plan de la dynamique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une circulation anarchique, il y a une circulation qui va se faire de façon organisée, avec une conséquence extraordinaire, qui est la création, comme dans une pelure d'oignon, de couches de fibrines concentriques qui ont une caractéristique essentielle, elles ne transmettent pas la pression. Elles ne transmettent pas la pression. Alors ça, je vous raconte ça, ça c'est la pelure d'oignon pour bien montrer ce qui se passe. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur le plan clinique? Eh bien sur le plan clinique, quand vous avez un anévrisme saxiforme, vous mettez un stent qui est encore une fois un stent ouvert qui dépasse, et vous avez une chute de 98% de la vitesse de circulation à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une chute de la circulation, de la vitesse? Eh bien c'est du caillot, c'est une thrombose, ça se bouche. Voilà. Et donc vous avez une exclusion de l'anévrisme. Alors bien entendu, ils ont demandé aux ingénieurs, il y a eu 7 thèses, ils ont eu le temps de se poser des questions. Ces propriétés physiques restent vraies,
si vous modifiez la vitesse de circulation du sang, soit en la réduisant, c'est le malade en bas débit, soit en étant irrégulier, c'est-à-dire c'est un malade qui a des modifications des conditions hémodynamiques extrêmement variables. Alors après, bien sûr, il fallait passer... alors bien sûr, il y a des étapes animales que je vous montrerai tout à l'heure, mais là, il y avait une application qui s'imposait, qui était l'anévrisme poplité, parce que c'est pas dangereux, parce que même si ça se passe pas bien, on a des solutions... on a d'autres solutions. Et puis le rationnel, comme on dit, j'aime pas ce mot-là, mais la raison pour laquelle on pouvait utiliser ce stent dans cette position, c'est que les solutions qui sont les pontages ou les prothèses actuelles soumettent tous les pontages qui passent le pli du genou à une force de flexion, à une force de cisaillement, qui donne de mauvais résultats. C'est-à-dire, si les gens sont honnêtes, chaque fois que vous passez le pli du genou, c'est pas de bons résultats, c'est des catastrophes sur le plan des courbes de perméabilité. Ce qu'on sait tous. Bien. Eh bien, je m'excuse là, voilà, je reviens à ça. Donc vous avez un anévrisme, encore une fois, sans branche, c'est l'élément, c'est la validité, la validation de ce contexte ici. Donc vous avez la force anti-horaire, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, pardon, la circulation horaire de l'anévrisme qui monte de façon, qui passe de façon anarchique. Vous mettez un stent, immédiatement la vitesse de circulation se ralentit à l'intérieur de stent, et 2 mois plus tard, l'anévrisme est exclu sans transmission de pression. Donc ce problème est réglé. Par rapport aux techniques endoluminales classiques actuellement, ça n'apporte pas grand-chose, puisque là, vous êtes couvert. Vous pouvez mettre un stent couvert, mais ça valide simplement le contexte dans cette première indication. Et là où ça devient génial, c'est que si on demande ce qui se passe à l'intérieur d'un anévrisme saxiforme avec une collatérale, eh bien, il va se passer, encore une fois, c'est un stent ouvert, je répète, hein. Eh bien, il va se passer que vous allez avoir une rétraction du sac autour de la collatérale dont la perméabilité va être préservée. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, dans l'animation moléculaire, normalement, ça devrait marcher, ce truc-là. Oui. Dans l'animation moléculaire, vous avez donc un ralentissement du sang, de la vitesse sanguine ici, mais également une raréfaction des globules, et vous allez avoir une rétraction du sac anévrismal avec une orientation préférentielle du sang dans la collatérale. Alors, l'application clinique qui a été pensée ici, encore une fois en étant extrêmement prudent, c'était un organe pair, puisque si ça se passait, il y avait l'autre un, avec un anévrisme ici, qui est un anévrisme bilobé, c'est passé assez vite, mais ça va repasser en boucle, de l'artère rénale qui a été stentée. Alors pourquoi ça? Parce que la solution chirurgicale est extrêmement compliquée, parce qu'il faut faire de la chirurgie ex situ, c'est-à-dire qu'il faut mettre le rein sur la table et puis après faire une autotransplantation au malade avec une néphroplégie froide, donc c'est assez compliqué, sans compter qu'après il faut réimplanter cette petite artère. Il n'y a pas de solution endoluminale qui permette d'obtenir ça, c'est-à-dire l'exclusion de l'anévrisme et la perméabilité de l'artère polaire supérieure. Donc là vous avez une solution alors qu'il n'y a pas de solution, sinon il n'y a pas de solution raisonnable. Donc si on veut résumer ce qui se passe lorsque vous avez un anévrisme complet, au niveau du côté fusiforme, il y a un ralentissement de la vitesse circulatoire de 98% et il y a une thrombose. Et au niveau saxiforme, ici il y a un ralentissement, il y a un appauvrissement de la circulation sanguine qui est dirigé préférentiellement vers la collatérale qui va rester perméable. Alors là, c'est une deuxième chose que j'ai apprise. C'était ce que le bon Dieu nous avait donné quand il avait fait les collatérales. Vous savez, on est programmé pour vivre 40 ans, on n'est pas programmé pour vivre 80 ans, c'est pas ça. Et qu'est-ce qui se passe dans une collatérale? Eh bien, il se passe dans une collatérale qu'il y a immédiatement une turbulence. Toutes les collatérales, physiologiquement, il y a une turbulence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une athéromatose préférentielle au niveau des bifurcations iliaques, carotidiennes, voilà, c'est ça la raison. Alors, on peut dire, tiens, on va mettre un stent unicouche ouvert. Eh bien là, vous avez le pire du pire, c'est-à-dire que vous avez un ralentissement sanguin et vous conservez les turbulences, donc ça va se boucher, vous perdez la collatérale. Si vous mettez un stent multicouche, attention, il faut que ce soit correctement, régulièrement organisé. Si vous mettez 2 stents l'un sur l'autre, ça ne va pas marcher. Eh bien là, à ce moment-là, vous réorganisez le débit qui devient laminaire, et il devient laminaire. Pourquoi? C'était ce qu'avait eu Fried quand il a regardé les Fonténiers Louis XIV. Eh bien, parce que à débit constant, la pression diminue et donc la vitesse augmente. Et c'était ça qu'il avait vu chez Louis XIV.
Alors, comme je vous expliquais, il faut vraiment que ce soit organisé de façon très régulière. Vous ne pouvez pas mettre deux stents ouverts l'un sur l'autre, ça ne va pas marcher. Alors, ce soit dit en passant, il n'y avait pas que les fontainiers Louis XIV qui faisaient ça. Il y avait également le nôtre, qui était le jardinier Louis XIV, qui avait décalé les coupe-vents pour transformer un vent turbulent en vent laminaire et éviter de s'emmerder avec les feuilles qui étaient derrière. Je m'excuse, Madame le Président, enfin c'était comme ça, c'est le jardinier. Et donc, comme ça, ils avaient une zone protégée égale à 20 fois la hauteur. C'est exactement le même principe hémodynamique. Alors là, je vous montre une coupe qui est due au professeur Benjeloun, c'est-à-dire que la rigueur scientifique de l'analyse initiale de l'analyse initiale des scientifiques de M. Fried a été de prendre un professeur de chirurgie vasculaire de Rabat qui est allé à Jouy-en-Josas à l'INRA pour aller implanter des aortes de cochon pour voir ce qui se passait au niveau des lombaires en les couvrant, et a été analysé à Eindhoven, à Pétaouj, voilà, par des gens complètement indépendants qui connaissaient ni les explanteurs, ni les implanteurs, ni cardiatistes, etc. Eh bien, c'est extraordinaire, ça. Regardez, l'aorte est complètement couverte, et vous avez ici les artères lombaires. Madame le secrétaire général, j'ai bientôt fini. Non, mais voilà. Voilà. Et donc, vous voyez que les artères lombaires sont conservées. C'est-à-dire que c'est vraiment, encore une fois, la validation de ce concept. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y a pas de pénétration au cours de la réendothélialisation des fibres musculaires en aval de la troisième couche. Alors, une des explications qui est donnée par les experts, c'est qu'il y a une réorientation du flux à l'intérieur et qu'il ne peut pas y avoir de réendothélialisation. Et donc, alors là, je le mets sous toute réserve, ça traiterait, c'est le Graal du stent, ça traiterait l'hyperplasie myo-intimale. Mais bon, ça, ça nécessite des vérifications cliniques. Donc, bien entendu, quand M. Fried est allé montrer cette invention à M. Édouard Dietrich, pour avoir l'autorisation de FDA, Dietrich lui a mis son appareil d'animation, son laboratoire d'animation à disposition. Donc il a montré ce qui se passe au niveau d'un anévrisme thoraco-abdominal qui, en raison de la loi de Laplace, quand vous avez perdu les structures des parois artérielles, va se dilater de plus en plus. Et ça va être un cercle vicieux qui va aboutir à, finalement, la rupture anévrismale. Lorsque vous mettez ce stent, encore une fois, votre interne de première année va pouvoir le mettre à condition que vous ayez un accès vasculaire, ça c'est bien sûr, eh bien, ce qui est attendu, ça va être une rétraction de la paroi anévrismale avec une perméabilité des artères collatérales. Alors, on l'a fait. Alors, faire ça pour valider, pour tester cette idée, et bien sûr, il faut que ce soit un malade qui ne soit pas opérable. Moi, j'opère de temps en temps des témoins de Jéhovah. Il y a un témoin de Jéhovah qui est venu se faire opérer, qui est venu me voir en consultation. Il avait déjà été opéré d'un aorto bifémoral. Il avait beaucoup de comorbidités. Il avait 65 ans, ce monsieur. Et il avait un anévrisme thoraco-abdominal qui était au-dessus de la prothèse qui était mise en place et qui atteignait l'ensemble des artères, toute la plaque viscérale, c'est-à-dire l'artère d'Adankievis, le tronc cœliaque, la mésentérique supérieure, les deux artères rénales. Les trois équipes chirurgicales qu'il avait vues avant nous avaient dit il faut vous opérer, vous avez des douleurs permanentes, mais on ne sait pas le faire sans transfusion. Alors je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit la seule solution, ce serait d'essayer ce stent. Voilà. Alors après, c'est assez compliqué, c'est-à-dire que vous êtes dans un pays heureusement organisé depuis l'affaire du sang contaminé, il faut avoir l'accord de l'AFSAPS, etc., du comité d'éthique, comité juridique, tout ça. Bon, on a eu tout ça. Et voilà le résultat, un mois plus tard, où vous avez donc l'anévrisme est exclu, a disparu et toutes les artères sont perméables. Voilà. Donc j'ai présenté ça à la Société de chirurgie cardiaque aux journées d'automne, ça devait être le 18 décembre, là, il n'y a pas longtemps. Et nous allons commencer une étude de faisabilité prospective sur 21 centres privés et publics en France. Mais là, on est dans la phase réglementaire. C'est délicieux de monter une étude en France. On a loué une camionnette chez Avis pour amener les 21 exemplaires du protocole pour amener au comité d'éthique. Enfin, je ne vous raconte pas, c'est n'importe quoi. Autant d'électronique, on pourrait leur envoyer un dossier électronique. Enfin, c'est des mecs qui marchent sur la tête. Bon, voilà. Mais dès qu'on a l'autorisation, il faut donc on prend les assurances et on commence. Et il y a plein, bien entendu, j'ai plein de collègues qui me disent tiens, j'ai un malade sous le bras. On a tous été
à moins d'être vraiment malhonnête, on est tous punis en faisant une... Moi, j'ai le souvenir d'un monsieur que j'avais opéré. J'ai même filmé l'opération tellement j'étais fier de moi. Tout le monde sait que je suis le meilleur chirurgien du monde. Et puis, j'ai regardé tout ça. Et bien entendu, au réveil, il me dit oui, il va bien. Puis après, bon, tiens, extubez-le. Puis bougez les bras, les jambes, il ne bouge pas. Paraplégique. J'ai regardé le film, il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que les techniques que nous avons actuellement ne sont pas adaptées pour ces malades. Et après, c'est un drame parce que ces malades ne meurent pas. Ce sont des malades qui ont 60 ans, sinon on ne les opérait pas d'un thorax abdominal. Donc c'est un immense espoir qu'on a. Et encore une fois, j'espère qu'on pourra venir ici vous présenter nos résultats lorsqu'on les aura. Il y a d'autres applications cliniques et je voudrais terminer par ça. Il y a 10%, il y en a sans doute ici, parmi nous, peut-être moi, de la population mondiale qui a un anévrisme intracérébral. Et cette technologie règle le problème et les sociétés françaises, argentines et mondiales de traitement neurovasculaire sont également au même point que nous, prêts après les phases d'études animales, prêts à démarrer une étude qui permettrait enfin de régler ce problème. On ne les cherche pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. Je vous remercie. Ce sont les lectures invitées, donc il n'y a pas de questions, mais moi j'en ai quand même une pour Claude Vespic. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine, le 9 janvier? Est-ce que ces stents ont été utilisés en veineux? J'étais sûr que la question allait poser. Dans la voiture, Fried m'a présenté le stent en me disant oui, tiens d'ailleurs, alors c'est un génie ce type-là. Et il m'a dit oui, j'ai un stent veineux à mettre en place. Et moi qui suis, dont tu connais l'esprit extrêmement caustique, j'ai dit mais ça va jamais marcher, ça circule pas dans les veines, tout va se boucher. Mais je pense que je vais le mettre en contact avec toi et peut-être que vous aurez des développements communs, quoi. Moi, Enfin, si le veineux, si tu veux, mettre un matériel étranger dans une veine, ça m'a toujours paru... voilà. Mais oui, bien sûr, il y a pensé, bien sûr. Il nous a même montré le truc. Il a dit, je l'ai fait. Au fait, Édouard Dietrich est l'investigateur principal pour les États-Unis. Et moi, par amitié, c'est pas pour mes talents universitaires, puisque j'en ai pas. C'est moi qui suis l'investigateur principal en France. Et j'ai pas d'action chez lui. J'ai une question sur la souplesse de ce stent, puisque j'ai vu qu'il est posé en poplité. Est-ce qu'il est plus rigide ou d'une souplesse standard par rapport Il est d'une souplesse standard, et d'ailleurs c'est bien qu'on soit là-dessus, c'est-à-dire qu'il fait ça, il est parfaitement souple, mais il résiste à l'applicature. Et c'est pour ça qu'il avait été utilisé initialement en poplité. Parce que comme il y a plusieurs couches, enfin ça c'est... pas besoin de modèle mathématique pour comprendre, mais comme il y a plusieurs couches, il ne peut pas se plier. Donc on peut avoir la position du carreleur, il ne va pas se boucher. Voilà. Non, il y aura avant et après ce truc-là. Sûr. C'est en cobalt, enfin, mais il y a notre collègue qui... Merci beaucoup pour cette belle présentation. Finalement, quel est le recul qu'on a aujourd'hui? Et est-ce qu'on voit un tout petit peu ce que ça devient? Moi, je vois que théoriquement, il n'y a pas de réendothélialisation. Mais est-ce qu'on a un recul suffisant vraiment pour... non, pas du tout. On a 70 patients implantés à chaque fois dans des protocoles ou en demandant des protocoles d'exception. Ça s'appelle des protocoles compassionnels. Et maintenant, les études de faisabilité sont en train de commencer partout. Et là, je vous présente en avant-première cette idée qui est... Alors pourquoi je voulais présenter encore une fois un thoraco abdominal? Parce que c'est ça ou rien, quoi, actuellement. Moi, je pense que la chirurgie, c'est rien. En plus, ça fait mal. Enfin, évidemment, il y en a qui survivent, mais putain... Tu ne souhaites pas ça à ton copain, hein. Un thoraco abdominal avec... Merci pour votre très belle présentation. Je veux seulement dire qu'en Italie, nous sommes en train de conduire les mêmes études que vous êtes en train de conduire. Il s'agit d'un multicentrique sur le même argument. Nous avons déjà dans notre hôpital implanté une prothèse pour un anévrisme thoracique. Les résultats étaient bons, les mêmes que vous avez présentés, et je pense qu'en effet, il s'agit d'une novité exceptionnelle sur les anévrismes. Nous avons aussi implanté des poplités. Nous n'avons pas eu des résultats exceptionnels, mais aussi bons, et je pense qu'il sera le futur. Comme quoi, il n'y a pas que notre président qui se rapproche de l'Italie, nous aussi scientifiques.
Non, mais faut féliciter M. Fried. Moi, c'est par hasard, et c'est l'amitié, quoi. Ça fait 20 ans que je le connais, puis voilà. Non. Merci beaucoup.